L'art du lâcher-prise. Trouver la paix dans un monde chaotique. Par-delà les siècles, une sagesse intemporelle. Prologue. Le paradoxe du contrôle. Imaginez un enfant tenant fermement un papillon dans ses mains. Plus il serre les doigts pour le retenir, plus l'insecte se débat, perdant ses couleurs sous l'emprise de la peur. Mais lorsqu'il ouvre enfin les paumes, le papillon s'envole, libre et gracieux. Cette image, chère à Zhuangzi, philosophe taoïste du IVe siècle avant notre ère, résume l'essence du lâcher-prise. La paix n'est non de la possession, mais de l'acceptation. Aujourd'hui, dans un monde où les écrans clignotent sans cesse, où les attentes sociales étouffent et où l'avenir semble imprévisible, ce geste d'ouverture des mains devient une nécessité vitale. Comment, dès lors, cultiver cette sagesse ancestrale dans le tumulte moderne ? Pour répondre, traversons les âges et les continents, des stoïciens romains aux psychologues contemporains en passant par les moines bouddhistes. 1. Les racines du lâcher-prise, une danse entre Orient et Occident. À Athènes, au 1er siècle, Épictète, l'esclave devenu philosophe, enseigne une vérité révolutionnaire. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Pour lui, distinguer ce qui dépend de nous, nos actions, nos pensées, de ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, est la clé de la tranquillité. Son disciple, l'empereur Marc Aurèle, écrira plus tard dans ses pensées « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. » À la même époque, de l'autre côté du monde, Lao Tzu, sage fondateur du taoïsme, murmure des vers énigmatiques dans le Tao Te Ching. L'eau est douce et utile, mais elle vainc le roc en cédant. Pour lui, le lâcher-prise est un alignement avec le flux naturel de l'univers, le Wu Wei, ou agir sans forcer. Ces deux traditions, stoïcisme et taoïsme, bien que nées dans des contextes opposés, se rejoignent sur un point. La paix intérieure exige de renoncer à l'illusion du contrôle total. Mais comment concilier cette sagesse avec nos vies modernes, où tout semble exiger planification et performance ? C'est ici que le bouddhisme apporte une pièce maîtresse. Siddhartha Gautama, le Bouddha, enseigne que la souffrance, dukkha, naît de l'attachement aux désirs éphémères. Dans le Dhammapada, il compare l'être humain à un bateau. Si ton esprit est agité, les vagues t'emporteront. Si tu lâches prise, tu glisseras sur l'océan. Thich Nhat Hanh, moine vietnamien du XXe siècle, actualisera cette idée en proposant des pratiques de pleine conscience pour arrêter la course folle des pensées et s'ancrer dans l'instant. 2. L'écho moderne, de Nietzsche à la psychologie positive. Des siècles plus tard, Friedrich Nietzsche, philosophe allemand au marteau, résonne étrangement avec ses sages. Dans Ainsi parlait Zarathustra, il proclame « Amor fati », aime ton destin. Pour lui, accepter l'inévitable, même la souffrance, est un acte de puissance, une façon de dire oui à la vie dans sa totalité. Cette idée trouvera un écho chez Albert Camus, qui, dans le mythe de Sisyphe, transforme l'absurdité de l'existence en une libération. Il faut imaginer Sisyphe heureux, écrit-il, suggérant que la paix réside dans l'abandon de la quête de sens ultime. La psychologie moderne, quant à elle, valide ces intuitions philosophiques. Stephen Hayes, pionnier de la thérapie d'acceptation et d'engagement, démontre que lutter contre les émotions douloureuses les amplifie. La souffrance, c'est comme le sable mouvant, explique-t-il. Plus on se débat, plus on s'enfonce. La clé est de s'étendre, de s'ouvrir à l'expérience. Martin Seligman, fondateur de la psychologie positive, ajoute que la résilience ne consiste pas à éviter l'échec, mais à apprendre à danser sous la pluie des circonstances adverses. 3. Pratique, quand la philosophie devient art de vivre. Mais comment traduire ces idées en actions concrètes ? Le journal stoïcien. Chaque soir, inspirez-vous de Sénèque, notez 3 événements qui vous ont troublé, puis demandez-vous « Étaient-ils sous mon contrôle ?» Sinon, visualisez-les comme des nuages passant dans le ciel de votre esprit. La marche taoïste. Selon Lao Tzu, le chemin se fait en marchant. En forêt, synchronisez vos pas avec votre respiration et observez comment les feuilles tombent sans résister au vent. La méditation de l'éphémère, inspirée du bouddhisme. Tenez un glaçon dans votre main jusqu'à ce qu'il fonde. Comprenez que tout, joie, peine, succès, est aussi temporaire que cette eau. Épilogue, le jardin secret. Au cœur de Kyoto, il existe un jardin de mousse où les pierres, disposées selon des motifs millénaires, semblent flotter sur un océan vert.
Les jardiniers, disciples de la philosophie wabi-sabi, y cultivent la beauté de l'imparfait et de l'éphémère. Ils savent qu'une mousse trop contrôlée meurt, mais qu'une mousse acceptée dans sa liberté forme des courbes harmonieuses. Notre esprit est ce jardin. Le lâcher-prise n'est pas un renoncement, mais un art subtil de coopération avec la vie. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Tout s'accorde avec moi, ce qui s'accorde avec toi, ô univers ». Référence intégrée. Référence intégrée. Les métaphores de Zhuangzi et Lao Tzu sont tirées du Tao Te Ching, traduction Jean Lévy. Les exercices pratiques s'inspirent de L'Art de la joie de Marc Aurèle, Flammarion, et des travaux de Jon Kabat-Zinn sur la pleine conscience. Les concepts psychologiques sont développés dans Sortir de la prison des pensées de Stephen Hayes et Dee Retz. Enfin, je vous invite mes chers auditeurs à vous abonner et à soutenir ma chaîne afin que ces précieuses informations soient partagées avec tout le monde. J'écris régulièrement des résumés des plus beaux ouvrages de développement personnel.